Donc, chers amis, soyez tous remerciés d'avoir bravé le froid pour nous rejoindre ce soir pour cette rencontre des ternes dédiée à la géopolitique de l'islam, avec les tendances explosives qui agitent notre époque, mais aussi les chemins de paix qu'il faut pouvoir envisager. Je suis très très heureux que nous puissions accueillir Renaud Girard. Renaud Girard n'est pas n'importe quel journaliste ou grand reporter, puisque vous avez été formé dans deux toutes petites écoles de journalisme, qui sont l'École normale supérieure et l'École nationale d'administration. Mais en dépit de cet enracinement académique de très haut niveau, vous êtes un homme de terrain. Vous étiez en Afghanistan en 1980, vous avez connu le commandant Massoud, vous avez été un des premiers journalistes à aller au Rwanda après les terribles massacres de 1994. En 2000, vous avez fui la Tchétchénie à pied à travers la montagne pour trouver asile en Géorgie. Et vous avez également, puisque votre travail vous a fait parcourir le monde entier, eu l'occasion de connaître de près le début d'Hugo Chavez au Venezuela. Vous êtes non seulement un analyste, mais aussi un homme engagé, non seulement par vos positions, j'y reviendrai dans un instant, mais aussi par votre travail, puisque vous avez été à diverses reprises sollicité pour contribuer à des médiations internationales, en particulier en 2007 entre la France et l'Iran. Votre œuvre a été abondamment primée. On pourra retrouver à la sortie de la conférence plusieurs de vos ouvrages. Vous avez notamment reçu le Grand Prix de la presse internationale en 2014 pour l'ensemble de votre œuvre. Et les lecteurs du Figaro savent qu'ils peuvent vous y retrouver pour votre chronique hebdomadaire au moins tous les mardis. Vous êtes un homme de terrain, mais vous êtes aussi un homme qui a une réflexion approfondie de géopolitique, marquée par des options bien précises, un réalisme sur les situations politiques à prendre telles qu'elles sont et pas immédiatement telles qu'on souhaiterait qu'elles soient. Vous avez réfléchi par exemple sur les conditions légitimes d'intervention de la France sur les théâtres d'opérations extérieures, qu'il y ait une alternative locale crédible, que l'on puisse envisager une véritable amélioration de la vie quotidienne de la population locale et que la France à long terme puisse y trouver aussi une conformité à ses intérêts les plus légitimes. Vous avez établi plusieurs principes, en particulier celui de l'ennemi principal, et vous avez sur ce sujet écrit un long article dans la revue Le Débat en 2016, cet été. Ceux d'entre vous qui le souhaiteront pourront en trouver, en tout cas quelques-uns d'entre vous, une photocopie à la sortie de cette conférence. Vous avez pris des positions très claires, en particulier contre l'intervention de l'OTAN au Kosovo il y a quelques années, qui risquaient et qui ont peut-être fait de ce territoire un hub de la criminalité européenne, disiez-vous. Vous êtes aussi favorable à des relations travaillées avec la Russie. Vous étiez opposé à l'intervention en Syrie et en tout cas vous êtes très rétif à tous les messianismes néoconservateurs tels qu'on a pu les voir se déployer en provenance des États-Unis depuis quelques décennies. Et également, un point qui est important pour nous, c'est votre grande attention depuis longtemps aux chrétiens d'Orient. D'ailleurs, à la fin de votre conférence, avant le temps des questions, nous aurons la joie d'écouter pendant quelques instants Guylain de Franqueville, de Fraternité en Irak, qui viendra nous donner un témoignage d'engagement sur le terrain, notamment auprès des chrétiens d'Orient, dans ce contexte difficile que vous allez éclairer pour nous. Nous vous avons demandé de nous parler de géopolitique de l'islam, de nous aider à nous repérer historiquement, politiquement, religieusement, par rapport aussi aux chiites, aux sunnites, aux wahhabistes et aux différents régimes locaux, et puis de nous faire partager votre expérience. C'est aussi votre témoignage qui nous intéresse ce soir, et puis avec la réflexion approfondie qui est la vôtre, nous serons heureux de voir quels horizons de paix possibles vous imaginez pouvoir se dégager. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir.
Merci, mon père. Je suis très heureux et très honoré d'être là. Et je me félicite de ce que cette crypte soit aussi bien chauffée. Merci, mon père. Géopolitique de l'islam, il s'agit bien sûr de l'islam avec un I majuscule, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par, le général de Gaulle parlait de chrétienté, c'est-à-dire c'est l'islam avec un I majuscule, ce sont les territoires où l'islam est la religion d'État ou la religion dominante. Donc géopolitique de l'islam, explosion prévisible et chemin de paix. Alors avant d'essayer, parce que la prévision c'est un art très difficile, avant d'essayer de répondre à cette question, je pense qu'il faut constater que les deux grandes visions du Moyen-Orient qui sont nées au XXIe siècle, dans notre siècle, là, qui a 17 ans, eh bien, ces deux visions ont échoué. Alors, la première vision qui a échoué, c'est celle qui a été exprimée par les néoconservateurs américains. Vous savez, le mouvement néoconservateur, qui commençait d'ailleurs avec un sénateur démocrate, qui était le sénateur Jackson, et qui, les néoconservateurs se disent les enfants du philosophe Léo Strauss. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils comprennent parfaitement sa philosophie, mais c'est une autre question. Ce sont des gens qui considèrent que la démocratie, la justice, c'est plus important que la paix. Personnellement, je ne suis pas de cette école. Je suis d'une école, je dirais, westphalienne ou metternichienne ou kissingerienne. Je considère que le bien le plus précieux, c'est la paix, et que imposer la démocratie et le scrutin libre au prix de la guerre, c'est ce qu'ont fait les Américains, par exemple, en Irak, avec leur invasion de 2003, est une grave erreur. Alors, cette vision des néoconservateurs, c'est-à-dire, vous vous souvenez du discours de George W. Bush, qui parlait d'un grand Moyen-Orient démocratique. Il s'agissait d'imposer la démocratie en Irak, et elle se propagerait comme ça, comme par contagion. Et même il y avait un produit fatal, comme on dit en économie, de cette propagation de l'idéal démocratique. On avait commencé par l'Irak, parce que c'est un pays très alphabétisé. Ça devait être une paix naturelle entre Israël et les pays arabes, parce que George W. Bush avait peut-être lu Emmanuel Kant, ou se l'était peut-être fait expliquer, et Emmanuel Kant nous a appris que les démocraties ne se faisaient pas la guerre. Vous avez vu aujourd'hui où on en est, et le dossier palestinien, comme l'a rappelé la conférence qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours, n'a évidemment pas progressé d'un iota. Je dirais même ce dossier qu'il a régressé. Donc, cette vision de la démocratie importée de l'extérieur, des États-Unis qui ne se contentent pas du soft power pour faire passer leurs idées, mais qui vont dans le hard power, ça a échoué. Alors, la deuxième vision est celle qui n'est pas celle d'un droit de l'hommisme botté, qui est celle des printemps arabes. Alors, on a cru que c'était donc les sociétés elles-mêmes qui étaient en train de mettre à bas les dictatures, et que de cette grande révolution qu'on a vue au Caire, en Tunisie, et même qui a commencé en Syrie, de ces révolutions allait sortir la démocratie. La démocratie sort rarement des révolutions. La démocratie, la Révolution française a donné la terreur, et ensuite le consulat. Il a fallu assez longtemps pour que la démocratie s'établisse vraiment dans notre pays.
il a fallu attendre la défaite de 1870 pour que la démocratie s'établisse vraiment dans notre pays. Donc, en fait, je pense que la démocratie se construit progressivement en fait, les Anglais qui n'ont pas eu la Révolution française, eh bien, ils ont eu un vrai parlementarisme, un système démocratique avant nous. Les historiens l'ont montré. Hélas, nous sommes très fiers de notre Révolution française, mais les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 1830 pour que la France retrouve la puissance économique qu'elle avait en 1789. Pendant ce temps-là, évidemment, l'Angleterre avait beaucoup progressé. Et donc, dans cette deuxième vision, nous avons tout à fait négligé le fait que la force politique la plus organisée dans le monde arabe, dans ce monde islamique, dans cet islam dont on parle ce soir, la force la plus organisée depuis longtemps allait prendre le pouvoir, c'est-à-dire les frères musulmans. Qui sont les frères musulmans? Ils ont été fondés par Hassan al-Banna, c'est un instituteur d'Ismaïlia, issu d'une famille de la bourgeoisie moyenne pieuse, et qui tout de suite a refusé, je dirais, l'éducation britannique, la civilisation britannique qui s'implantait en Égypte, enfin depuis un certain temps, et qui a combattu et considérait que les mœurs occidentales, les mœurs britanniques corrompaient la société égyptienne. Et ce mouvement est devenu très important puisque en 1948, 49, en 1952, au moment du mouvement des officiers libres, le mouvement des frères musulmans avait plus de 2 millions d'adhérents en Égypte. Bien sûr, les femmes, il n'était pas question que les femmes adhèrent. Et donc, c'était énormément de monde, parce que l'Égypte, à l'époque, avait peut-être 30 millions d'habitants seulement. Au départ, les frères musulmans ont accompagné le début, la révolte des officiers libres, le début du nasserisme, pour ensuite être pourchassés par Nasser, Nasser a pourchassé les communistes et les frères musulmans. Et le grand pape, alors Hassan al-Banna, il a été liquidé sans doute par la police du roi Farouk, quand le roi Farouk était encore au pouvoir. Mais il a eu une sorte de disciple qui s'appelle Sayed Qutb, qui a écrit un livre que tout le monde a lu dans le monde musulman qui s'appelle Signe de piste, et qui a été pendu par Nasser, je crois, autour de 1966, mais c'est la référence. Ces frères musulmans, on les retrouve un peu partout, bien sûr, même dans le sous-continent indien, Pakistan, Bangladesh. On les retrouve en France, c'est l'UOIF. Et on peut dire que d'une certaine manière, Recep Tayyip Erdogan, c'est un frère musulman. C'est-à-dire que le frère musulman, contrairement au wahhabisme, le wahhabisme c'est une sorte de puritanisme de retour, n'est-ce pas, ou le salafisme c'est un retour à la pratique des pieux ancêtres de nos anciens. Le salafisme fait peu de politique. Les frères musulmans, pour les frères musulmans, on peut contester le pouvoir politique. C'est pour ça d'ailleurs que les Saoudiens ne s'entendent pas bien avec les frères musulmans, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la contestation de la royauté par un mouvement politique, quel qu'il soit, fût-il religieusement très proche du wahhabisme.
wahhabisme. Ça vient d'où? Ça vient de Abdel Wahhab, qui était une sorte de réformateur puritain très dur de l'islam à la fin du XVIIIe siècle, réformateur avec lequel s'est allié la tribu de celui qui allait naître plus tard, au XXe siècle, Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite entre les deux guerres mondiales. L'Arabie saoudite, c'est l'alliance donc d'une famille puissante, combative, la famille des Saouds, et la famille d'Abdel Wahhab. Ce qui a donné donc le wahhabisme, cette version extrêmement rigoriste, puritaine du Coran, une vision qui prend le Coran à la lettre et qui n'est pas la vision qu'on a partout en islam, qui n'est pas par exemple la vision qu'on a en Tunisie, où il y a une école juridique, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle le malikisme, mais où en Tunisie, l'islam est beaucoup plus tolérant et où les wahhabistes ont approché, ont essayé de convertir les Tunisiens au début du 19e siècle et même une seconde fois à la fin du 19e siècle, et les oulémas tunisiens les ont chassés. Ils ne voulaient pas de leur version extrêmement dure de l'islam. C'est une version aussi qui a été refusée par moments, par exemple par la grande université Al-Azhar du Caire. Vous avez eu des réformateurs, l'un s'appelait Al-Afghani, l'autre s'appelait Mohamed Abdou, et pour Mohamed Abdou, donc il était un cheikh d'Al-Azhar. Eh bien, si la science était en opposition et la conscience et la science étaient en opposition à un temps donné avec le Coran ou les hadiths, vous pouviez choisir la science parce que, disait-il, eh bien, l'électricité ou que sais-je n'existait pas au temps du prophète. Donc ce mouvement de réforme a existé en islam à deux reprises au XIXe siècle, je dirais au début du XIXe siècle avec Mehmet Ali, l'Égypte, vous savez, celui qui nous a donné les obélisques, qui a en fait importé la modernité occidentale et notamment française en Égypte, et puis à la fin du XIXe siècle avec Mohamed Abdou, mais ça s'est beaucoup raidi après avec bien sûr les guerres mondiales, et parce que les puissances coloniales se sont raidies elles-mêmes, ayant beaucoup souffert dans la guerre civile européenne, et avec donc l'apparition du mouvement des frères musulmans à partir de 1928. Et en Syrie, l'affrontement entre les bassistes et les frères musulmans ne remonte pas à hier. Vous avez eu en 1980 une tentative de prise de pouvoir par la force en Syrie par les frères musulmans qui a provoqué une répression très dure de la part du père de Bachar el-Assad, d'Hafez el-Assad, notamment dans une ville qui s'appelle Hama, en juin, qui avait été prise par les frères musulmans, et en juin 1982, les chars de l'armée d'Hafez el-Assad ont repris le centre de Hama, qu'ils ont plus ou moins transformé en parking. Et donc, pour repenser cette région, je vous propose 4 angles d'attaque: les religions, les nations, les interventions, et seulement enfin nous verrons les explosions et aussi bien sûr les médiations possibles. Alors, qu'est-ce qui a beaucoup changé en islam? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est au Levant, par exemple, depuis Saladin, c'était plutôt une religion de tolérance. Parce que vous savez que les croisés font la guerre, enfin font les croisades pour s'opposer aux Turcs seldjoukides qui avaient interdit pratiquement le pèlerinage
aux chrétiens à Jérusalem. Lui, Saladin, il arrive, il reprend Jérusalem, il bat les chevaliers francs, mais il instaure la liberté de culte et de pèlerinage à Jérusalem. Saladin, c'était un Kurde, au passage. Aujourd'hui, on peut dire, donc, après Saladin, dans cette région, c'est une région où il y a une relative tolérance, où eh bien, on voit côte à côte des églises et des mosquées. Et je crois que aujourd'hui, malheureusement, on peut dire que ce n'est plus le cas. Le grand drame de notre temps, pour nous qui sommes occidentaux, c'est effectivement l'abandon des chrétiens d'Orient, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, par l'Occident. Alors, le premier grand abandon, il est dû au fait que les Occidentaux se sont fait une guerre civile, de 1914 à 1989, disons, et que ça a été, bien sûr, la première disparition en masse de chrétiens, c'est le génocide arménien en Turquie en 1915. Ensuite, après 1915, en 1922-23, vous avez l'expulsion de tous les Grecs. Constantinople, avant la guerre de 14, c'était une ville majoritairement chrétienne. Istanbul était majoritaire. La majorité de la population d'Istanbul était chrétienne. Nous avons eu ensuite, nous avons aussi abandonné les chrétiens libanais, pour lesquels nous étions intervenus sous Napoléon III. Et ils avaient été à l'époque massacrés, les Maronites, par les Druzes. Et nous avons été jusqu'à Damas pour les protéger. Nous avons été d'ailleurs aidés dans cette protection des chrétiens d'Orient par Abdelkader, c'est-à-dire que les Français avaient très bien traité le défait de la guerre d'Algérie, de la conquête de l'Algérie, et qui était devenu, en fait, qui était très bien traité comme prisonnier. Il était logé dans un château, et puis on lui a donné ensuite une pension très considérable, la Légion d'honneur, etc. Il s'était installé à Damas. Et à Damas, lorsque les chrétiens ont été massacrés en 1860, il les a protégés du mieux qu'il a pu, et il a été extrêmement efficace. L'autre abandon, donc des chrétiens d'Orient, c'est bien sûr au Liban, où nous avons préféré, je ne sais pas si vous vous souvenez des journaux de l'époque, on parlait des islamo-progressistes, je ne vois pas très bien où était le programme, enfin les islamo-progressistes contre les méchants chrétiens, parce qu'ils étaient phalangistes, alors c'était forcément des franquistes. Voilà. Et nous avons pris parti contre ces chrétiens du Liban qui en fait ne voulaient qu'une seule chose, c'est qu'ils ne voulaient pas que leur pays soit dominé par les réfugiés palestiniens qui vivaient en terrain conquis avec leurs armes et qui voulaient reprendre la souveraineté des Libanais sur le Liban. Les islamo-progressistes se sont associés aux Palestiniens, et donc il y a eu cette guerre civile féroce qui a duré 15 ans entre les chrétiens et les musulmans au Liban, qui s'est terminée par un deal constitutionnel où les chrétiens ont perdu beaucoup de pouvoir. Parce que les chrétiens ont toujours au Liban la présidence, les sunnites le bureau du Premier ministre, et les chiites la présidence du Parlement. Mais aujourd'hui, il y a au Liban une chose très intéressante qui s'est passée. Les chrétiens libanais, si vous voulez, ont été, au cours de leur histoire,
divisée, parce que c'est la seule communauté au sein de laquelle il y a une démocratie. Les autres des communautés, il n'y a pas vraiment de démocratie. Quand vous êtes chiite, tout le monde suit le Hezbollah, et quand vous êtes sunnite, tout le monde est avec le candidat de l'Arabie Saoudite, en l'occurrence Hariri. Dans le christianisme libanais, vous avez un vrai dialogue, une vraie démocratie, un vrai débat. Et vous aviez deux écoles chez les chrétiens du Liban. Vous aviez l'école de ceux qui pensaient, c'était l'école des forces libanaises, dirigée par Samir Jaja, qui pensaient qu'il fallait à tout prix s'entendre avec les sunnites, parce qu'ils étaient majoritaires dans le monde musulman, et que c'était ça l'avenir des chrétiens. Et puis vous avez une autre tendance, représentée par le général Aoun, qui pourtant en son temps s'était battu contre les Syriens, qui pensait qu'en fait la survie des chrétiens d'Orient, c'était l'alliance des minorités. Alors le général Aoun, il a eu une rencontre, on appelle ça la rencontre de l'église Saint-Michel, un peu comme ici, c'est une rencontre un peu comme ici, dans une église qui est entre les deux secteurs de Beyrouth, avec Nasrallah, donc le secrétaire général du Hezbollah, mouvement chiite islamiste, mais qui a renoncé, qui est dans sa charte même, a renoncé à imposer une république islamique au Liban. Ils ont fait un deal politique. Et ce deal politique fait qu'aujourd'hui, ça a mis pas mal de temps à se concrétiser, mais vous avez Aoun qui est président de la République, le général Aoun, président de la République libanaise. Vous avez Hariri, donc représentant le sunnisme et les intérêts, je dirais, saoudiens, Premier ministre. Le président du Parlement, qui est moins important, est un chiite, bien sûr, Nabi Berri, proche du Hezbollah sans l'être lui-même. Mais surtout, ce que le Hezbollah veut, il ne veut pas exercer le pouvoir, il ne veut pas le pouvoir, mais il veut le droit de veto, et il a en fait le droit de veto sur toutes les décisions stratégiques que pourraient prendre les chrétiens libanais. Donc, cette tolérance a disparu, disais-je. Elle a disparu aussi entre les chiites et les sunnites. Il y a très longtemps, il n'y a pas eu de problème entre les chiites et les sunnites. Alors peut-être un petit rappel historique. Les chiites, ça veut dire, Shia, c'est la fraction, c'est le parti d'Ali, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la succession du prophète. Et le quatrième prophète, le quatrième calife de l'islam, donc après le prophète, c'est Ali qui est son gendre. Parce que ces militants ont toujours dit, attendez, il est de la famille du prophète, il devrait être le calife. Alors, il n'a pas réussi d'être le premier, le deuxième, le troisième calife, il réussit d'être le quatrième calife, mais il est assassiné et son fils donc veut reprendre, qui s'appelle Hussein, veut reprendre le flambeau et devenir le calife parce qu'il est de la famille du prophète, et il va être battu par le général Mouawiya qui va devenir le calife, et ça va donner donc le début de la dynastie des Omeyyades à Damas, et qui va ensuite être remplacée par la dynastie des Abbassides à Bagdad, tout ça étant balayé par les Mongols vers l'année 1250. Alors le schisme entre le chiisme et le sunnite remonte à ce moment-là. Et Hussein, donc le fils de Ali, il est battu à Kerbala, ça se trouve au sud de l'Irak, par les troupes, donc les Omeyyades, et lors d'une fête chiite qui s'appelle l'Ashura, vous les voyez se flageller comme ça. Vous voyez ces flagellations
pays chiites, c'est-à-dire en Iran ou à Bahreïn. Il y a aussi une communauté chiite au Pakistan qui est tout à fait minoritaire, mais qui existe. On les voit se flageller. Et c'est cette flagellation, c'est le culte du martyr. C'est en souvenir de la mort de Hussein. Alors, ce qui est important, la grande différence entre le sunnisme et le chiisme, c'est que les chiites révèrent autant leurs imams, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé historiquement leur communauté, que le prophète lui-même. Alors, alors c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant à savoir, pour les chiites, ce qu'on appelle duodécimains, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 12 imams. Et ça, donc on commence par Ali, premier imam, ensuite Hussein, etc. Ils sont aussi importants en fait que le prophète. Donc en fait, leur religion n'est pas fondée sur la seule étude du Coran et des hadiths, de la tradition, mais aussi sur l'imama et sur les enseignements de l'imama. Et la deuxième grande différence, c'est qu'ils croient, enfin, notamment dans le chiisme principal, parce que là je ne peux pas entrer dans les détails, il y a aussi les ismaéliens, ou un chiisme septimain, mais je vais rester au chiisme très majoritaire, qui est le schisme duodécimain. Il y a le 12e imam, eh bien, il meurt quand il a 9 ans et il disparaît, il se cache. Donc on appelle ça l'imam caché ou occulté, à Samarra, dans le nord de l'Irak. Où il y a d'ailleurs une mosquée superbe, une mosquée d'argent comme ça. Et il est censé réapparaître sous forme du Mahdi. C'est donc le chiisme est une religion messianique, alors que le sunnisme ne l'est pas. Réapparaître, certains disent qu'il va réapparaître dans un puits à Qom, comme c'est une ville religieuse en Iran ou ailleurs. Il va réapparaître et il va nous donner la vérité, il va faire régner la justice et il va nous donner la vérité sur le Coran. Parce que les chiites disent « Ah, le Coran est quand même un texte obscur et seul le Mahdi va nous dire exactement ce qui se passe. » Et alors, c'est très intéressant ça, parce que vous ne pouvez pas prétendre en chiisme... vous ne pouvez pas prétendre avoir une vérité révélée. Donc ça favorise le débat. Et vous avez d'ailleurs en chiisme beaucoup de débats, parce que vous avez différentes écoles. Alors en Iran, il y avait par exemple une école libérale, beaucoup plus libérale que celle qui a gagné de l'ayatollah Khomeini. C'était l'ayatollah, il vient de mourir, Montazeri. Mais vous avez par exemple le plus grand ayatollah chiite, il se trouve à Nadjaf, donc une ville sainte, celle d'ailleurs où est mort le pauvre Ali. Et ce grand ayatollah Sistani, eh bien lui, il n'accepte pas la doctrine de l'ayatollah Khomeini en Iran, c'est-à-dire ce qu'on appelle le velayat et faqih, c'est-à-dire le gouvernement des clercs, le gouvernement de celui qui est savant en religion. Le gouvernement qui fait que seul à la primaire de la gauche peut être candidat le père Mathieu Rouget, par exemple. Voilà. C'est ça le velayat et faqih, c'est le gouvernement appartient aux clercs, à ceux qui sont savants en religion. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme principal, ce qu'on appelle le guide, en fait, qui concentre tous les pouvoirs, notamment celui de faire la guerre et la paix, etc., c'est un ayatollah. C'est l'ayatollah, il s'appelle Khamenei. Le président qui est élu, lui, n'est que le numéro 2 du pouvoir. Eh bien, l'ayatollah Sistani, il dit moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut davantage de séparation entre le politique et le religieux. Mais voilà, le débat existe. Et vous aviez aussi, par exemple, un ayatollah qui est mort il y a quelques années, assez libéral, au Liban. Il y a eu le fameux imam d'abord Moussa Sadar,
Kadhafi assassiné en Libye en 1978, peut-être à la demande de l'Iran, qui était l'Iran du Shah à l'époque, on ne sait pas. Et puis ensuite, vous avez eu un autre ayatollah assez libéral qui était Fadlallah. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que dans l'islam chiite, vous avez du débat. Vous avez du débat, alors que dans l'islam sunnite, vous n'avez pas de débat. En Orient, le débat a été arrêté sur les questions, alors que en France, par exemple, enfin en Occident, vous avez beaucoup de débats. Si vous voulez, les sermons des curés aujourd'hui, tout à fait différents des sermons il y a 50 ans. Mais il y a des gens qui disent qu'on leur a dit, on leur a enseigné avant la guerre, ou même après la guerre, que les curés leur avaient enseigné que le monde avait 6000 ans ou 5000 ans. Aujourd'hui, si vous allez à l'Institut catholique, on va des jésuites vont vous apprendre le Big Bang, si vous voulez. Donc l'Église ne considère pas que... Bon. Et donc l'Église a beaucoup changé, bien sûr, parce qu'il y a eu la contre-réforme, qui est une réforme, etc. Bon. Dans le sunnisme, pas du tout, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de prédicateur qui s'appelait Hanbal, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, au IXe siècle, qui était très dur, un rigoriste, une sorte de... encore plus dur que Calvin, mais finalement, il a fini par gagner. C'est-à-dire, il a emporté sur les califes et les vizirs qui étaient plutôt ouverts à toutes les cultures, à toutes les interprétations et à la science. Dans l'islam d'Occident, c'est-à-dire l'islam en Espagne, bien, ça s'est arrêté juste après Averroès. Après Averroès, vous avez les oulémas en Espagne se sont réunis et on dit, bon voilà, il n'y a plus maintenant d'interprétation. On ne peut plus interpréter le Coran. Il y a une vérité unique et pas de discussion dans les rangs. Et donc ça, c'est une spécificité de l'islam sunnite, et c'est pour ça qu'il est aussi rigide et que certains appellent à ce qu'il se réforme, parce que si vous voulez, c'est quand même très difficile d'expliquer à des gens qui vivent en Occident que le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. C'est quand même assez difficile à soutenir, si vous voulez. Bon, même les Tunisiennes, vous leur dites ça, elles ne sont pas tout à fait pour. Mais il n'y a pas un grand mouvement aujourd'hui dans l'islam sunnite réclamant une réforme. Dans le chiisme, vous pouvez très bien avoir des écoles libérales, mais dans l'islam sunnite, vous n'avez pas de grand mouvement réclamant une réforme. Et il y a 2 ans, passait à Paris le président turc Recep Tayyip Erdogan, et je lui ai posé la question dans une foule comme celle-là: Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que l'islam a besoin d'une réforme comme le christianisme a connu sa réforme au XVIe siècle, parce qu'évidemment la contre-réforme est une réforme? Il m'a répondu: non monsieur, l'islam n'a pas besoin de la moindre réforme. Les choses sont extrêmement claires. Donc aujourd'hui, nous avons une intolérance donc qui se répand dans le monde musulman. Donc j'ai dit intolérance à l'égard des chrétiens, à l'égard des yézidis, etc. Et puis aussi une intolérance au sein de l'islam entre les sunnites et les chiites, qui va assez loin, puisqu'aujourd'hui, le grand pays sunnite, l'Arabie saoudite, et le grand pays chiite, la Perse, c'est-à-dire l'Iran, n'entretiennent pas de relations diplomatiques qui ont été rompues après que les Saoudiens décident de couper la tête à un imam chiite qui s'appelait Nimer, qui contestait un peu le bien fondé du pouvoir royal saoudien.
Ça a provoqué des manifestations à Téhéran, l'ambassade qui a été brûlée, et ensuite la rupture des relations diplomatiques. Alors voilà, je crois que ce qu'on peut dire sur... On va revenir, après s'il y a des questions, sur l'aspect des religions et en fait, la régression très nette de la tolérance en islam avec un I majuscule. Alors, les nations au Moyen-Orient, les nations ont un islam sont faibles, puisqu'on s'est aperçu que l'esprit national s'affaiblissait gravement dès que disparaissait le dictateur qui se disait le père de la nation. On a vu ça, par exemple, avec l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein, la nation irakienne, sous Saddam Hussein, était quand même assez unie et représentait une réelle nation. Et je vais vous en donner la preuve. C'est qu'il a, à tort d'ailleurs, provoqué une guerre contre l'Iran en 1980, qu'il croyait gagner rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Mais l'ensemble de son peuple a été derrière lui, et la majorité de la population irakienne est bien sûr chiite. Eh bien, aucun chiite n'a déserté alors qu'il faisait la guerre avec une puissance chiite qui était l'Iran. Alors vous me direz, oui, mais c'était les Arabes contre les Perses. Il a bien sûr joué là-dessus. Mais il y avait une nation irakienne qui, évidemment, s'est beaucoup affaiblie lorsque Saddam Hussein a été débarqué puis liquidé par les Américains. La même chose sur la Libye. Seul Kadhafi a réussi à faire croire que la Libye était une nation, un État. Il avait un mérite, Kadhafi, c'est qu'il s'arrangeait pour répartir la manne pétrolière à travers toutes les tribus. Il était lui-même d'une petite tribu, pas d'une grande tribu. Et même cette répartition de la manne pétrolière, il l'étendait au-delà des frontières de la Libye, un peu dans tout le Sahel. Et depuis que à l'initiative de la France, on l'a chassé, on l'a tué, eh bien, personne n'arrive à refaire une nation libyenne, à remettre l'État libyen. Vous avez en fait les divisions anciennes entre la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et le Fezzan au sud, ont repris le dessus. Alors certes, les nations, vous me direz, sont plus persistantes qu'on pouvait le croire, puisque finalement le Liban, il a réussi à traverser sa guerre civile et avoir peut-être un modèle, puisqu'ils sont arrivés finalement à un accord, après y avoir travaillé plus de 2 ans, hein, ils n'avaient pas de président. Là, ils ont un accord. Est-ce que le Liban arrivera à être un modèle donc, de répartition confessionnelle du pouvoir entre les différentes communautés, de bonne collaboration? Parce qu'aujourd'hui, depuis peu, au Liban, il y a une bonne coopération. Il y a la volonté de ne pas se faire la guerre, parce qu'ils ont trop souffert de la guerre civile qui a duré de 1975 à 1990. On va voir. Alors la Syrie, on pensait que la Syrie allait mourir. La Syrie a tenu. Alors ça veut dire quoi que la Syrie ait tenu? Ça veut dire que Bachar al-Assad avait avec lui pas seulement de puissants alliés comme l'Iran et la Russie, pas seulement le soutien de toutes les minorités de son pays qui ont très peur d'un hégémonisme sunnite en Syrie, c'est-à-dire les Alaouites, qui sont une sorte de forme de dissidence du chiisme, à qui l'imam Moussa Sadar a bien voulu donner
une estampille de chiisme. Les chiites, il y a aussi des chiites, les ismaéliens, les druzes, ça c'est une religion très secrète, les Kurdes, les chrétiens, toutes ces minorités sont derrière Bachar al-Assad, mais aussi toute une partie de la bourgeoisie sunnite est derrière Bachar al-Assad, cette bourgeoisie bassiste, laïque. La femme de Bachar al-Assad, elle-même sunnite, de la bourgeoisie sunnite, et son chef des services secrets, qui s'appelle Ali Mamlouk, est lui-même un sunnite. Les États du Golfe ne forment pas des nations extrêmement puissantes. On voit par exemple que l'Arabie saoudite a le plus grand mal. Je parle des nations récentes, bien sûr. L'Arabie saoudite a le plus grand mal à gagner sa guerre au Yémen contre les militants houthis en sandales. Mais en revanche, évidemment, le pays puissant du Golfe, c'est le pays le plus ancien, c'est bien sûr l'Iran, la Perse, qui est un pays où il y a un État et une administration ancestrale. Et cette même administration qui travaillait pour le Shah est ensuite travaillée pour les mollahs, mais sans solution de continuité, sans rupture. Alors, vous me poserez la question, sans doute, de savoir, ça c'est les explosions non prévisibles, si on a une chance de voir naître en islam un Kurdistan, un nouveau pays. Vous savez, les Kurdes, ce sont des musulmans sunnites, mais qui ont leur langue à eux, qui sont sur 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Après la Première Guerre mondiale, au traité de Sèvres, on leur avait promis plus ou moins un État. Mais entre-temps, Atatürk est arrivé, a fait la guerre d'indépendance qu'on connaît, les gains territoriaux, et à la conférence de Lausanne de 1923, on dit « Ah, c'est dommage, mais messieurs les Kurdes, non, vous n'aurez pas d'État. » Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que les Kurdes ne vont pas avoir d'État? Eh bien, pour 2 raisons. On pourra revenir s'il y a des questions. La première, c'est parce que aucun de ces 4 pays ne veulent d'un Kurdistan, c'est-à-dire ni l'Iran, ni la Syrie, ni la Turquie, ni même l'Irak n'admettront la création d'un Kurdistan. Et la deuxième raison, c'est que par ailleurs, ces Kurdes ne sont pas unis entre eux. Alors par exemple, en Irak, ils sont très indépendants, les Kurdes. En fait, il y a une autonomie du Kurdistan irakien, donc on est là au nord-est. Mais on pourrait passer une carte d'ailleurs, là. Voilà, elle est très bien. Voilà. Et donc voilà les Kurdes. Donc ils sont au nord-est là, voilà, avec Erbil, au nord-est de l'Irak, comme ça. Ils sont au nord de la Syrie, comme ça. Ils sont aussi en Iran et ils sont en Turquie, là. Et ces 4 pays, donc, ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant. Alors ceux d'Erbil, Erbil, ça doit être par là. Ceux d'Erbil, ils sont protégés par les Américains depuis 1991, depuis février 1991, quand ou mars 91, quand les Américains leur ont donné une sorte de protection aérienne en interdisant aux troupes de Saddam Hussein de monter vers ces régions. Donc ils vivent en autonomie. Et puis là, évidemment, avec l'invasion
irakienne de 2003, ils ont approfondi leur autonomie, mais enfin ils participent aussi au Conseil des ministres à Bagdad, etc. Mais c'est vraiment... et la grande figure là-bas s'appelle Barzani. Et Barzani, il a fait du commerce, il y a du pétrole, il y a des tas de choses au Kurdistan. Et donc il s'entend assez bien avec Erdogan, parce qu'il a fait tout un commerce, c'est un peu enclavé comme ça le Kurdistan, et donc il fait du commerce avec la Turquie, et il est même très ami d'Erdogan. Alors en revanche, en Turquie, vous avez un mouvement crypto-communiste qui s'appelle le PKK, qui réclame une autonomie, voire une indépendance du Kurdistan, et qui est en conflit armé avec Erdogan, qui traite ce mouvement de mouvement terroriste. Il y avait dont le chef est en prison dans une île à peu près ici, là, qui s'appelle Öcalan, et il y a eu un deal qui a été fait, mais qui a été brisé il y a 2 ans à peu près. Et la guerre a repris, ou 1 an et demi, et la guerre a repris de plus belle entre l'armée turque et le PKK. Mais vous voyez que donc les Kurdes ne sont pas unis, puisqu'il y a ceux-là qui s'entendent bien avec les Turcs et les autres qui ne s'entendent pas. Alors le PKK, il a des cousins là au nord de la Syrie, et Bachar el-Assad leur a donné la nationalité syrienne et leur a laissé une quasi-autonomie, qui veulent former ce qu'on appelle le Rojava. C'est une sorte de région kurde du nord de la Syrie, mais ils n'ont pas la continuité territoriale. C'est-à-dire qu'ils ont ce petit bout-là, et puis là, ça s'ouvre, et puis ils ont le reste. Voilà. Et les Turcs ne veulent surtout pas que le Rojava donne le mauvais exemple d'une région kurde autonome qui pourrait servir de sanctuaire au PKK au nord. Vous pouvez peut-être mettre la carte. Il y a une carte un peu plus loin où on voit la guerre en Syrie avec cette espèce de rupture. Voilà, la rupture du Rojava. Voilà. Et alors, toute la question de savoir si Raqqa, je ne sais pas où est, si on voit Raqqa, là, ça c'est Mossoul, Raqqa doit être par là. Qui est-ce qui va prendre Raqqa? Est-ce que ça va être les Kurdes? Est-ce que les Turcs vont le tolérer? C'est là Raqqa, là, non? C'est ça, voilà. Et qui est-ce qui va prendre Raqqa? Est-ce que ce sont les Kurdes qui ont des forces qui s'appellent les FDS, c'est-à-dire les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait des Kurdes avec quelques sunnites? Est-ce que les Turcs vont l'accepter? Ces Kurdes du PYD, donc, qui sont en Syrie, ils sont soutenus par les Américains et armés par les Américains. Il y a en ce moment des deals, ce que les Turcs... Alors, quel est le deal entre les Turcs et les Russes sur cette région? Le deal est très simple. C'est que les Russes acceptent que ne se forme pas un Kurdistan indépendant, et donc acceptent que l'armée turque soit entrée sur le territoire syrien. Mais en échange, qu'est-ce que les Turcs ont donné aux Russes? Ils leur ont donné une victoire militaire à Alep, puisque Erdogan a fait sortir tous les rebelles qu'il protégeait de Alep vers Idlib, vers le nord-ouest. Et les Russes ont respecté le deal. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont très importants en Syrie aujourd'hui, parce que on a vu lors de la fin du siège d'Alep, la reconquête d'Alep, que ce sont les soldats russes qui, pour respecter le deal entre Poutine et Erdogan, ont protégé les militants, les rebelles, qui sont partis dans les bus avec leurs armes, même leurs armes légères, alors qu'évidemment, les Hezbollah, les chiites,
Et l'armée syrienne voulait les manger vivants. Mais Poutine voulait respecter son deal avec Erdogan, donc vous les avez vus partir dans les autocars. Donc, sur les nations, la Syrie, je pense que c'est difficile de penser que la Syrie va demain être un pays fort et unitaire, puisque je ne vois pas comment on éviterait la création, je dirais, d'un Sunnistan, des sunnites à l'est de la Syrie, et les Kurdes. Je ne vois pas les Kurdes et les sunnites accepter durablement un gouvernement central fort comme on l'avait du temps d'Hafez el-Assad. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que c'était que les sunnites, puisque je vous ai dit les chiites. Les sunnites, c'est ceux qui respectent la sunna, la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, le calife est élu par les camarades, les compagnons du prophète, et qui ne doit pas appartenir à sa famille forcément, alors que les chiites considèrent qu'il doit intervenir à sa famille. Alors, donc, on voit en fait la faiblesse des nations récentes, mais on voit aussi le renforcement des nations qui sont très anciennes, comme la Turquie, qui est aujourd'hui un mélange de nationalisme moderne et de conservatisme religieux, avec un Iran où ce nationalisme s'étend jusqu'aux réfugiés, aux Iraniens qui vivent à Los Angeles, qui sont tous très nationalistes. Alors, ils ne sont pas tous favorables au Velayat Faqih, mais tous les Iraniens sont très nationalistes. La dernière vieille nation du Moyen-Orient qui compte, c'est évidemment l'Égypte, où l'armée est revenue au pouvoir. Elle a été toujours au pouvoir depuis 1952, depuis Nasser, qui était officier. Ce sont les nations qui ont repris un grand rôle, avec une Égypte d'ailleurs qui a renoué et qui s'entend aujourd'hui très bien avec la Russie. La Russie a étendu ses pions un peu partout, pas seulement en Syrie, mais les liens entre la Russie et la Syrie, ça remonte à 50 ans, mais aussi avec la Turquie, c'est tout à fait étonnant, et avec l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il y a un deal entre la Turquie et la Russie? C'est un peu parce qu'ils ont un adversaire commun qui est évidemment les États-Unis, et aussi parce que, Poutine, après un certain temps, a été rassuré par les excuses que lui a présentées Erdogan pour l'avion russe abattu en novembre 2015, mais aussi parce qu'il sait qu'en fait, Erdogan maintenant veut vraiment faire la peau des militants djihadistes de l'État islamique, après qu'ils eurent fait plusieurs attentats en Turquie. Et en quoi Erdogan est rassuré? Il a compris qu'en fait, Poutine, bien que ce soit un géopoliticien classique russe, Poutine a abandonné en fait le vieux rêve russe depuis Catherine II, Nicolas Ier, Alexandre III, etc. Le vieux rêve russe de reprendre la capitale de l'orthodoxie, c'est-à-dire de prendre Constantinople. Il a bien compris qu'aujourd'hui, les Russes ne prétendent pas reprendre Istanbul pour l'orthodoxie, et donc ils sont rassurés tous les deux, et donc ils peuvent faire une entente. Alors, j'ai parlé des interventions. Eh bien, l'intervention américaine, j'en ai dit un mot, on sait ce qu'il en est devenu. L'intervention russe, pourquoi l'intervention russe? Pour 4 raisons. La fidélité, montrer qu'au Moyen-Orient, c'est très important dans cette ère, de montrer qu'on n'abandonne pas ses amis. Poutine, il a dit aux gens, et c'est pour ça qu'il est respecté par les Saoudiens, moi j'abandonne pas mes amis, moi je ne fais pas comme les Américains qui ont embrassé Moubarak en Égypte et qui une semaine après l'ont laissé tomber. La deuxième raison pour laquelle il est intervenu, c'est
parce qu'il veut garder évidemment les ports de Tartous et de Latakia, les bases, l'accès aux mers chaudes, donc l'accès à la Méditerranée que lui donnent les bases en Syrie. La troisième raison, c'est parce que Poutine, il est très proche de l'Église orthodoxe. Il appuie son pouvoir sur l'Église orthodoxe et il est maintenant, il se veut et il est le protecteur des chrétiens d'Orient, puisque les Français ont laissé tomber les chrétiens d'Orient. Et ça tombe bien, parce qu'en Syrie, plus de 2/3 des chrétiens sont des orthodoxes, justement. Mais vous irez, si vous allez au Liban, vous demanderez aux gens qui est maintenant le protecteur des chrétiens d'Orient, et vous diront tous, c'est Poutine. Et donc, la quatrième raison de Poutine pour une intervention en Syrie, c'est que vous avez beaucoup de djihadistes. Vous savez qu'il n'intervient pas tout de suite en Syrie, il intervient en septembre 2015. Vous avez beaucoup de djihadistes issus de l'ex-Union soviétique, donc porteurs de passeports russes ou de passeports des pays en stan qui sont protégés par Moscou, qui se battent en Syrie. Et lui, donc, son projet est de les tuer sur place avant qu'ils ne reviennent dans l'espace russe. Et puis la cinquième raison pour laquelle il a fait cette intervention, c'est pour montrer au monde qu'il faisait en fait jeu égal avec les États-Unis, avec les négociations Lavrov-Kerry, etc. Et on peut dire que pour le moment, en tout cas, il a superbement réussi. Alors, comme il me reste peu de temps, mais enfin, quelles explosions et surtout quelle médiation. On pourrait remettre la carte du Moyen-Orient, voilà, et même alors, la Libye, elle a déjà explosé, on en a parlé. L'Algérie, le régime est un peu à bout de souffle, mais enfin, il y a quand même une nation algérienne, avec le mythe de la guerre d'indépendance et tout. Vous avez le Maroc avec le roi, les pays qui tiennent. La Tunisie essaye de son propre modèle, mais enfin, ça ne va pas si mal. Ça ne va pas aussi bien que du temps de Ben Ali, mais ça ne va pas si mal. L'Égypte, j'en ai parlé. Alors les pays faibles, bien sûr, c'est l'Arabie Saoudite, avec le problème d'une grande communauté chiite dans les régions pétrolières à l'est du pays, là, le long du Golfe, là, le long du Golfe Persique, voilà. L'Iran, pays très fort qui veut plus de révolution et qui veut avancer vers par la réforme, et les députés réformistes sont de plus en plus nombreux à arriver au Majlis, le parlement iranien s'appelle le Majlis. L'Irak, je ne pense pas qu'on puisse revoir un jour un État unitaire fort en Irak, parce que vous avez, donc au nord-est, vous avez les Kurdes qui sont quasi indépendants. Ils n'auront pas l'indépendance formelle, ils ne seront pas un État, et puis vous avez tout le Sunnistan à l'ouest, toutes ces tribus sunnites à l'ouest de Bagdad, qui vont jusqu'à la Jordanie. Toutes ces tribus n'accepteront jamais d'être dominées par les chiites qui vivent à Bagdad et au sud, entre ces deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La Libye, j'en ai parlé. La Turquie va rester un pays très fort. Et alors, vous allez me demander, alors il y a effectivement entre l'Arabie saoudite et l'Iran une guerre froide, un peu chaude au Yémen d'ailleurs, et qui était un peu chaude au Syrie, mais l'Arabie saoudite a perdu. Ça serait une médiation possible pour la France. J'ai toujours milité pour que la France, qui s'entend bien finalement avec les deux pays, puisse les réconcilier. Parce que je ne pense pas que nous, chrétiens, nous ayons intérêt à ce qu'il y ait une guerre à l'intérieur de l'islam. Ce serait de courte vue. Parce qu'en fait, quand il y a des guerres, vous les voyez commencer, mais vous ne maîtrisez jamais les conséquences des guerres. Et vous pouvez avoir des dégâts collatéraux qui vous reviennent d'ailleurs dessus. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, ça nous revient déjà dessus avec l'État islamique. L'Afghanistan ne va pas être stabilisé
demain ni même après-demain, puisque les talibans sont partout dans les campagnes, mais les Américains ne vont sûrement pas laisser les grandes villes comme Kaboul et Jalalabad et Kandahar et Herat tomber. Les autres pays en ce temps sont en fait complètement dominés sous la coupe et protégés aussi par le grand frère russe, et ils ont compris le message. D'ailleurs, s'ils avaient des velléités d'autonomie, quand ils ont vu les bateaux russes bombardés de missiles guidés, les rebelles syriens. Donc ils ont compris que, vous voyez, quand la flotte russe se déployait là, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, tout ça, ils ont compris le message 5 sur 5. Voilà, la Russie, ça reste un pays très fort. Donc, voilà, quelle est l'autre médiation possible qu'on pourrait faire? C'est évidemment la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Malheureusement, nous avons aujourd'hui un gouvernement en Israël qui ne veut pas réellement accorder un État aux Palestiniens, alors que les Palestiniens ne réclament que 22% de la Palestine mandataire. Ce que j'appelle la Palestine mandataire, c'est bien sûr la Palestine du mandat britannique. Je pense que Netanyahou fait fausse route. Je pense qu'il ne parviendra jamais à maintenir ensemble les trois idéals du sionisme, qui est un État juif, c'est le titre du livre de Theodor Herzl, un État démocratique, ils ont adopté le parlementarisme britannique, et un État sur l'ensemble de la Palestine mandataire, parce qu'il y a les Arabes. Il y a 1,5 million d'Arabes israéliens ou 1,2 million d'Arabes israéliens. Il y a en territoire occupé peut-être 1,8 million en Cisjordanie, le même nombre à Gaza. Mais bon, les Américains, ça c'est l'histoire. L'assassinat de Rabin a fait que l'histoire n'a pas pris la bonne direction, et je suis assez inquiet à long terme pour Israël, parce qu'Israël est une nation bien sûr surpuissante, très bonne armée, mais elle a en son sein une sorte de bombe démographique. Alors maintenant, le père Rouget m'a demandé de conclure, je vais conclure, et je veux dire que dans le monde, en fait, le monde est de plus en plus, je dirais, horizontal. Il y a une crise des hiérarchies verticales, hein, on le voit très bien en France par exemple, hein, où l'influence ou le prestige que peut avoir le président de la République n'est plus celui qu'avait par exemple le général de Gaulle, mais un peu partout. Et dans cette nouvelle mondialisation, je trouve que le Moyen-Orient, elle, ne s'intègre pas bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'islam. Enfin bon, on pourrait parler aussi de l'Indonésie, mais d'une manière générale, je ne trouve que le Moyen-Orient, en tout cas arabe, ne s'intègre pas bien dans cette économie mondiale. Il faut savoir que l'intégralité des exportations hors pétrole et gaz des pays membres de la Ligue arabe est inférieure aux exportations des seuls Pays-Bas. Et je pense que le défi pour le nouveau président américain et les futurs leaders européens sera, je ne suis pas sûr que M. Trump à tout prix s'attachera demain à ce défi, mais peut-être pourrais-je lui envoyer un message. C'est ce défi, c'est comment réussir à mieux intégrer le Moyen-Orient
en fait, l'islam historique, avec un I majuscule, comment mieux intégrer l'islam culturellement et économiquement dans notre nouveau monde, qui est un monde globalisé. Je vous remercie. Merci beaucoup de cet exposé très ample et en même temps très construit, avec les deux visions qui ont échoué, et puis les religions, les nations, les interventions, et puis les explosions et leur dépassement possible. Beaucoup de questions existent sûrement parmi vous, mais avant d'entrer dans le temps des questions, je donne maintenant la parole quelques instants à Guylain de Franqueville, qui va prendre... Restez assis, Guylain va parler debout, peut-être en prenant ce micro, qui fait partie de l'association Fraternité en Irak, qui en est un des responsables. Nous avons déjà une bonne connaissance de Fraternité en Irak à Saint-Ferdinand, que nous avons pu soutenir une fois ou l'autre par nos brocantes paroissiales en particulier. Et beaucoup de membres de Fraternité en Irak vont sur le terrain, soutenir notamment les chrétiens d'Orient pour des projets sociaux, mais aussi aujourd'hui de déminage. Et donc, nous trouvions que c'était bien dans cette vision panoramique d'avoir aussi un témoignage de terrain, de jeunes engagés au service de la paix et de leurs frères. Merci mon père, merci de m'offrir une tribune aussi prestigieuse. Merci monsieur pour votre propos très intéressant et le panorama que vous avez dressé. Je vais essayer de coller un petit peu au thème en étant très bref et en parlant, si possible, un petit peu plus de la paix et moins des conflits, en vous racontant 3 anecdotes. La première anecdote, elle date de la première mission de Fraternité en Irak, qui était en 2011. Donc un groupe de Fraternité en Irak dont je ne faisais pas partie a été accueilli par l'archevêque chaldéen de Kirkouk, Monseigneur Youssef Thomas, qui est actuellement à Nantes, en train de faire une conférence pour trouver des fonds pour ces étudiants qui viennent de tout le Kurdistan et qui ont été déplacés, qu'il n'est pas loin de nous, vous l'avez peut-être vu à Paris lundi. Et pendant cette première mission, Fraternité en Irak est arrivée avec quelques petites choses. C'était à l'époque une association toute petite avec un budget très limité, et est arrivée avec quelques cartons de médicaments avec une valeur financière assez importante, mais un volume assez restreint, et l'a donné à Monseigneur Mirkis en disant voilà, ça servira pour les dispensaires et pour les chrétiens chaldéens et syriaques qui sont à Kirkouk. Kirkouk, à l'époque, c'était une ville particulièrement dangereuse, qui l'est toujours, même si un peu moins qu'à l'époque. Et Monseigneur Mirkis a dit merci de votre générosité de petits Français un petit peu touristes à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français qui débarquaient là-bas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le donner aux dispensaires chrétiens. Je vais demander à mes médecins, aux médecins chrétiens de la ville, de les distribuer dans les dispensaires ou dans les familles pauvres musulmanes, parce qu'on fête la fin du Ramadan et je veux donner un signe à toutes les communautés qu'un dialogue est possible. Aujourd'hui, Monseigneur Mirkis, donc l'archevêque de Kirkouk, c'est le successeur de Monseigneur Sako, que vous connaissez probablement de nom. Et Monseigneur Sako, c'est un petit peu ce grand exemple en Irak de personnalité des communautés chrétiennes qui est capable de créer un vrai dialogue. C'est à peu près le seul à réunir, rarement, mais ça reste assez extraordinaire parce que justement c'est rare. C'est le seul à réunir tous les chefs de tribus, les chefs de communautés religieuses chiites et sunnites. L'Irak, c'est une grande majorité chiite. C'est le seul à réussir à créer des ponts. Donc voilà, ça c'était la première petite anecdote qui montre qu'il y a des chemins de paix. La deuxième anecdote, c'est un peu plus récent, c'est le début de la campagne de Mossoul. L'armée irakienne a avancé vers Mossoul par le sud et le sud-est. Les premiers villages qui ont été libérés à l'est de Mossoul, c'était des villages chrétiens. Il y a des noms qu'aujourd'hui on connaît bien dans la presse française, qui sont ceux de Karakosh, qui sont ceux de Bartella, etc. Et c'était une tentative un petit peu risquée, parce qu'ils auraient pu avancer le long du Tigre par le sud. Mais il y a ce geste qui a été posé. Les Peshmerga kurdes ont aussi, aujourd'hui, aident à tenir avec les milices chrétiennes ces villages, et il y a une entente. Alors c'est peut-être une entente de circonstances, parce que le fait de bien s'occuper des communautés chrétiennes au Kurdistan
permet d'avoir une certaine complaisance ou un certain aval international qui fait que les Kurdes ont une bonne presse, mais c'est quand même un signal intéressant. Et la troisième anecdote, c'est une anecdote qui passera jamais dans les journaux. C'est une anecdote qui concerne le chauffeur que j'avais lors de ma dernière mission, qui s'appelle Nadir. Et après un mois de mission, ou un mois et demi, où il avait conduit des équipes de fraternité en Irak un petit peu partout, dans le Kurdistan, dans la plaine de Ninive, il nous invite à dîner chez lui avec sa femme et sa fille. Et on arrive, on commence à dîner, etc. Et là débarque une autre femme qu'on aurait pris pour une chrétienne, parce que les chrétiennes sont très maquillées, très à la mode, etc. Et au bout de quelques minutes, on comprend qu'elle n'est pas du tout chrétienne, c'est la voisine du dessus qui est musulmane. Et on se dit, c'est quand même extraordinaire, parce que autant les musulmans, en majorité, connaissent mal le christianisme et l'apprécient en général assez peu. Les gros problèmes viennent surtout d'une grande ignorance des deux religions. Autant les chrétiens sont assez, par un réflexe d'autoprotection, assez... ils tiennent leur distance aussi. Sauf que l'histoire, c'est que cette famille de musulmans et cette famille de chrétiens venaient toutes les deux du village et autour du village de Bartella, dans la plaine de Ninive, et qui se sont retrouvés au-dessus de Ankawa. Ankawa, c'est un petit village chrétien qui est devenu une annexe d'Erbil aujourd'hui, avec le grossissement de la ville d'Erbil. Et se sont retrouvés dans la même maison, réfugiés, une maison qu'on leur avait passée parce que Nadir était proche de l'évêque et du coup conduisait, faisait le taxi, donnait les services, etc. Ils se sont retrouvés avec cette famille de musulmans au-dessus de leur rez-de-chaussée. Et elle empruntait tous les jours l'escalier qui menait en haut. Et Nadir nous disait, au début, j'avais qu'une seule peur, c'est de ne plus avoir le droit de boire mes bières dans mon salon, que ma femme doive mettre un voile, que j'ai pas le droit de voir la femme de mon voisin musulman, etc. Et donc lui travaillait beaucoup, les deux travaillaient beaucoup d'ailleurs, mais les deux femmes qui restaient beaucoup à la maison à s'occuper de leurs enfants ont appris à se connaître petit à petit. Et petit à petit, la femme musulmane a commencé à arrêter de porter son voile à l'intérieur. La femme chrétienne, la femme de Nadir, a commencé à s'occuper de ses enfants. L'une travaillant, la chrétienne gardait et baignait les enfants de la musulmane, etc. Des liens sont créés. Et aujourd'hui, déjà, ils nous ont dit que c'était un miracle pour eux, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils détestaient tellement les musulmans qu'ils pensaient jamais qu'ils pourraient avoir de dialogue avec eux. Et surtout, les petits miracles, c'est qu'aujourd'hui, la femme musulmane, alors je ne sais pas si elle l'a déjà dit à son mari, en tout cas, elle ne l'a sûrement pas dit à sa communauté parce que c'est trop dangereux pour elle, mais elle veut venir à la messe avec la femme de Nadir. Elle ne le fait pas pour l'instant pour des raisons de sécurité. Et en revanche, elle a demandé le baptême pour ses enfants. Et ça, c'est quand même un signal que voilà, il y a des signaux d'espérance qui existent, et il y a de belles choses qui peuvent arriver si le dialogue peut se créer. Alors je ne sais pas si c'est complètement utopique ou pas, mais je pense qu'il y a des raisons d'espérer, et c'est un petit peu pour ça, enfin c'est un petit peu de cette intuition qu'est née l'action de Fraternité en Irak, c'était de se dire, en Fraternité en Irak, on aide toutes les minorités sur place, que ce soit les minorités chrétiennes, chaldéens, syriaques, assyriens, etc., mais aussi les yézidis, les shabaks, les kakaïs, etc. Et on a un focus particulier sur les chrétiens, déjà d'un point de vue culturel, et parce que c'était les premiers contacts qu'on avait, et surtout parce qu'on se dit qu'ils ont un grand rôle à jouer sur place de pont entre les communautés, Enfin, je souscris complètement à ce que vous avez dit tout à l'heure, que parfois la paix vaut mieux que la démocratie ou l'instauration de modèles un petit peu, enfin, de notre modèle de pensée un petit peu universaliste. Et voilà, c'est quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de signaux comme ça qui sont intéressants pour nous. Et on s'est dit que Fraternité en Irak avait intérêt à agir pour que, d'une part, le berceau du christianisme qui se situe là-bas, Bagdad, c'est Babylone, Nimrod, c'est là où est l'État islamique, ou était l'État islamique il n'y a pas longtemps. Voilà, qu'il fallait protéger cet héritage culturel, mais aussi que les chrétiens avaient un grand rôle à jouer sur place. Et donc c'est la raison de notre action. J'ai laissé quelques petits tracts de propagande à côté de vos livres. Je suis désolé, mais j'ai eu la bénédiction du Père Rouget, donc je l'ai fait.
mais si vous avez des questions pratiques sur l'association et sur comment aider, je suis là. Si j'ai un seul message à vous faire passer, c'est que 2017 sera probablement une année très importante pour le maintien des chrétiens en Irak. De plus en plus de familles quittent ou veulent quitter l'Irak parce que la situation est très compliquée, parce que le fait d'être déplacé ne permet pas forcément de trouver un emploi, etc. Parce que les familles peuvent être un petit peu déchirées. Il y a une petite diaspora, mais il y a en tout cas un grand nombre de chrétiens qui ont quitté l'Irak depuis 2003 et la croissance des départs s'est accentuée depuis 2014. Et voilà, je pense que 2017 va être une année très importante. Une fois que l'État islamique aura été repoussé ou aura été défait en Irak, le retour dans la plaine de Ninive et dans les villages chrétiens de toutes ces populations va être très important. C'est aujourd'hui le dossier sur lequel on travaille en commençant par le déminage, mais on aura encore beaucoup d'autres dossiers derrière avec la reconstruction. Donc merci d'avance de votre aide.